Hello à tous, je suis Éléonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. Pour ce dernier épisode de la saison, j'ai l'honneur de recevoir une femme exceptionnelle, Diariata Ndiaye. Une femme dont la détermination, la volonté de faire bouger les choses et l'engagement sont à la hauteur des défis qu'elle a choisi de relever. Artiste engagée depuis plus de 10 ans dans la lutte contre les violences, Diata consacre aujourd'hui toute son énergie et son talent pour sensibiliser les jeunes à cette cause. En 2008, elle crée le spectacle Mot pour Mot, un spectacle poignant comme un outil puissant pour sensibiliser le grand public aux réalités des violences. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle anime aussi des ateliers d'écriture auprès des collégiens, des lycéens, offrant un espace de parole et de réflexion, un public souvent mal informé et démuni. Elle fonde alors l'association Résonante et crée l'application Appel. Mais pourquoi toute cette mobilisation ? D'où lui vient cet engagement ? Elle-même victime de violences et mariée de force à 15 ans alors qu'elle passe des vacances dans son pays, le Sénégal, c'est en revenant en France, déterminée à changer son destin, qu'elle trouve la force de transformer sa douleur en une résilience incroyable. Elle ne reverra jamais son mari et n'en voudra pas à ses parents. Dans cet épisode, Diata revient sur son parcours hors norme et nous raconte toutes ses actions qu'elle mène pour sensibiliser les jeunes d'aujourd'hui à la violence verbale et sexuelle. Des sujets lourds qu'elle aborde avec une énergie communicative. Bonjour Diata. Bonjour. Bienvenue dans Rayonnante. Merci pour cette invitation. Je t'en prie, surtout que je suis contente que tu viennes aujourd'hui parce que tu me disais que tu avais un emploi du temps bien chargé, mine de rien. Comme plein de gens, mais particulièrement en plus quand on a 3 enfants, un projet c'est un peu plus speed, mais je suis généralement assez débordée. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans mon podcast qui, comme tu le sais, est le podcast des Nantais, mais pas que, parce que j'ai autant d'auditeurs à Nantes qu'en dehors de Nantes. Et avant de commencer, justement, j'aimerais bien connaître ton histoire avec Nantes. Est-ce que tu es née ici ? Alors, pas du tout. Moi, j'ai débarqué à Nantes en 2014. J'habitais en région parisienne. Et puis, avec mon conjoint, on a un peu pété les plombs. J'étais enceinte de mon 2e enfant et j'avais comme fixette de déménager. Ça a été hyper compliqué en Île-de-France de trouver quelque chose. On a pété les plombs et on s'est dit, on se barre d'ici. Et on a fait un peu par élimination. Moi, je viens de l'Est, donc on a abandonné l'idée d'aller dans l'Est. Pas de retour aux sources pour toi ? Non, j'avais vraiment pas envie. Vraiment, ce qui nous a fait choisir Nantes, c'est le côté culturel. Donc, on est venu passer un week-end. Il y avait des machines, donc je me suis dit, de toute façon, une ville qui accueille des machines, c'est forcément une ville qui est cool, quoi. Diata, tu as 40 ans. Oui, c'est ça. Tu es une artiste engagée donc, dans la lutte contre les violences depuis près de 10 ans, en particulier auprès des jeunes de 15 à 24 ans. Et tu en as fait un combat, ton combat. Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée à ces sujets ? Alors, ça va faire presque 20 ans que je travaille sur ces sujets-là. Et en réalité, quand on s'engage à la lutte contre les violences, c'est qu'on est concerné généralement de près ou de loin. Donc moi, comme plein de monde, j'ai été amenée à subir des violences pendant ma jeunesse. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est l'écriture, parce que j'avais personne à qui en parler. Donc j'écrivais tout ça dans des cahiers, j'en ai fait des chansons. À l'époque, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que le rap allait changer le monde, donc je rappais. Et donc j'écrivais des chansons hyper engagées qui racontaient mon parcours, mais aussi le parcours des personnes que je côtoyais, donc mes copines, mes sœurs, etc. Et puis, je me suis retrouvée à créer un spectacle, mais vraiment... En partant de ces chansons ? Alors, comment ça s'est passé ? C'est que j'avais déjà des chansons, et j'en ai écrit une qui était hyper importante pour moi. C'était une qui permettait de parler des mariages forcés, parce que c'était à l'époque où il était question de criminaliser le mariage forcé. Et je me rappelle que j'entendais plein de choses à la radio, des débats à la télé, qui m'énervaient en fait. Moi, j'aimais pas du tout la façon dont ils parlaient des personnes qui mariaient leurs enfants de force, parce que j'ai été mariée de force, donc ça parlait un peu de mes parents. Et j'aimais pas du tout l'axe. Et puis il y avait comme projet quand même de criminaliser les mariages forcés. Ça sous-entendait que les personnes qui étaient concernées, si elles dénonçaient, elles prenaient le risque de mettre leurs parents en tôle, quoi. Je trouvais que c'était une fausse bonne idée. Et j'ai écrit une chanson que j'ai jouée lors d'un colloque et j'ai rencontré Ernestine Renet, qui est une des grandes figures de la lutte contre les violences en France. Je la rencontre à cet événement et elle me pose une question simple.
est-ce que tu as d'autres chansons qui parlent des violences ? Et je me rends compte qu'effectivement, j'avais plein de chansons. Donc, avec l'Observatoire, on décide de créer un spectacle. Je joue ce spectacle. Et dès le premier spectacle, je me retrouve avec des jeunes qui m'attendent à la fin de ce concert et qui me disent « Je suis comme dans cette chanson, je suis comme dans cette chanson, moi il m'arrive ci, il m'arrive ça ». Et moi, sincèrement, je me rappelle du choc que ça m'a fait parce que c'était très naïf en fait comme idée. C'est-à-dire que je m'étais dit que c'était vachement cool d'aller parler des violences à un public jeune. Mais je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de témoignages, à voir autant de personnes concernées et puis surtout à me rendre compte qu'ils étaient dans la même détresse que moi des années avant, quoi. Donc je décide de me former pour pouvoir répondre à leurs questions parce que j'en étais incapable. Donc je me forme et je décide de ne faire que ça parce que ça me prend et ça me happe et je tombe dans un gouffre en fait. Parce que je le dis vraiment comme ça, j'utilise ce terme, tomber dans un gouffre. Parce que vraiment, je pense sincèrement avec le recul que si j'avais su dans quoi je mettais les pieds, j'y serais pas allée. Parce que c'est choquant de découvrir cette réalité, parce que c'est horrible de se la prendre en pleine face, et puis parce que tu te dis, ok, une fois que tu sais autant de choses, tu ne peux plus faire autre chose de ta vie que d'essayer de faire le max sur le sujet, quoi. Donc, très naïvement, en écrivant ce spectacle, je m'étais dit que je faisais ma part en disant c'est très cool, on va aller parler des violences, au moins je donne de l'info. Et puis finalement, tu te retrouves avec le réel qui te perturbe un peu, quoi. Et Diata, avant justement de parler de tout son parcours, je voulais qu'on revienne sur 2 choses que tu as dit. Donc tu disais que tu avais été mariée de force. Ouais, et... Jeune ? Ouais, j'avais quel âge ? 15 ans. 15 et en ans. fait, moi en plus, ça a été horrible parce que j'ai été piégée. En fait, je suis partie... en vacances au Sénégal, je pensais que je partais juste en vacances et en fait quand je suis arrivée c'était Avec mon ta mariage. famille ? Non, c'était une espèce c'était une asso en fait qui aidait les familles à envoyer leurs enfants découvrir leur pays d'origine. C'était un peu ça l'idée. Et d'ailleurs, ça fait pas très longtemps que je me dis que c'est hyper grave ce qui s'est passé parce que j'ai été mariée de force en partant avec une asso. Et ça, c'est complètement ouf. Mais ça, je l'ai tilté il n'y a pas longtemps. J'attends de bien le digérer et puis de me dire, attends, il y a peut-être un truc à faire aussi parce que c'est complètement fou. Donc bref, je me retrouve au bled, c'est mon mariage. Moi, ma seule urgence, c'était d'être sûre de rentrer. Parce que j'avais aussi des exemples dans mon quartier, pas seulement dans la communauté sénégalaise, mais dans d'autres communautés également. J'avais des exemples de meufs qui ne revenaient pas du bled, qui restaient là-bas. Et donc, moi, mon urgence, et la seule chose que j'avais en tête, c'était d'être sûre de bien tout faire comme il faut pour être sûre de revenir en France et de me dire, quand je rentre, je gère le truc. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai passé mon bac et puis je suis partie, en fait. Mais comment t'as fait pour rentrer en France ? T'es rentrée avec ton mari ? Non, je suis pas rentrée avec mon mari, je l'ai laissé là-bas. L'idée, c'était de le faire venir, et chose que je n'ai pas faite, en fait. Donc, c'était très compliqué avec ma famille. J'étais en contact avec lui, je faisais les démarches. Et puis, quand son arrivée a commencé à être... quand j'ai su qu'il allait arriver, moi, je suis partie. Et je me suis retrouvée... j'avais un BAFA. Donc, je me suis cassée en région parisienne, j'ai vécu chez un pote, et puis j'ai commencé à travailler. Et c'est comme ça qu'a commencé cette longue rupture familiale, parce que ça a duré 10 ans. C'est incroyable ce qui t'est arrivé. Attends, excuse-moi, je digère tout ça, mais c'est vrai que j'enchaîne un peu. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc, en fait, toi, t'as 15 ans. Tes parents t'envoient au Sénégal via cette association. Toi, t'y vas naïvement sans savoir ce qui t'attendait en arrivant là-bas. Et là-bas, t'es happé par toute cette association, tu te maries. En fait, l'asso me dépose dans mon village et elle se barre. Le plan de l'asso, c'était tu déposes chaque jeune dans son village d'origine et puis tu viens les récupérer au bout de 15 jours, quoi. Donc moi, l'asso me dépose dans mon village et elle part. Et donc moi, Et c'était ton village d'origine ? C'est ça, mon village d'origine. Que tu connaissais déjà, que tu avais déjà... Non, c'était la première fois. C'était la première fois. Et en fait, déjà, tu as plein d'émotions qui se mélangent. Parce que pour la première fois, tu découvres ton pays d'origine, déjà. Tu comprends pourquoi tu es noir. Tu as beaucoup d'émotions parce que tu rencontres aussi pour la première fois les membres de ta famille, les frères et sœurs de tes parents. Tu vois des sosies, tu vois tes cousins. Et puis c'est surtout, moi je capte très vite, quand on m'accueille en disant « Ah, ça y est, elle est arrivée, il y a la femme de X », je me dis « Merde, ça y est, ça m'arrive,
je connais cette version parce que j'en ai déjà entendu parler et je vois à peu près ce qu'il faut que je fasse, quoi. Il va falloir que je fasse genre pour que tout se passe bien. Je vais essayer de négocier avec mon mari, entre guillemets, pour être tranquille. Et puis, de toute façon, j'ai que 15 jours à tenir, quoi. Ça reste un traumatisme pour moi. Et c'est pas parce qu'on est aussi engagé sur la question des violences que quand il s'agit de parler de soi, c'est facile. C'est clair. Donc, c'est aussi pour ça que je passe vite et que j'aime bien arriver très vite à ce que je fais aujourd'hui. Parce que, effectivement, c'est important pour les gens de savoir d'où vient mon engagement. Mais en réalité, c'est même pas de là que ça vient, mon engagement. Mon engagement, il vient de... Parce que, effectivement, un mariage forcé, cet épisode, il a été horrible. Mais j'ai subi aussi d'autres violences, comme plein d'autres gens. Et moi, ce qui fait que je m'engage et ce qui fait que, que je suis là-dedans, c'est même pas tant pour me réparer moi, parce que je trouve que malgré tout, j'ai pas été tant abîmée que ça. Parce que les stratagèmes que j'ai mis en place pour que ça ne m'abîme pas trop, je pense qu'ils ont été assez efficaces. C'est-à-dire que pour moi, pour de vrai, l'écriture, d'être artiste, en fait, c'est ça qui a fait ma thérapie. Et je trouve que je suis pas trop abîmée. Et ça, c'est quelque chose qui est culpabilisant, en fait. C'est bizarre, parce que quand tu vois les conséquences que les violences ont sur les gens, et quand tu vois à quel point ça a pu les abîmer, ça a pu les fragiliser, et puis que c'est un handicap, que être victime de violence, ça handicape dans la vie, de voir l'impact que ça a sur certaines personnes, moi c'est ça qui me révolte le plus. C'est-à-dire que c'est ça que je compare. Je me dis, c'est fou, ces violences ont eu telle conséquence sur telle personne, et que moi, les violences que j'ai subies, elles ont eu telle conséquence sur moi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve injuste. Parce que c'est pas de ma faute si j'ai le caractère que j'ai, c'est pas de ma faute si j'ai une forme de résilience que je n'ai... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu inné. Enfin, ça m'a pas demandé trop d'efforts que ça. C'est ce que j'allais demander, comment est-ce que tu as fait pour te réparer, entre guillemets? Comme je disais, pour moi, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui j'utilise l'art. Hein. C'est parce que moi, c'est ce qui a marché pour moi. C'est ce qui marche encore aujourd'hui quand je suis en colère, quand je suis énervée, quand il y a un truc qui me saoule, j'écris. Je le transforme en chanson, je le transforme en quelque chose. Et ça, je trouve ça trop cool. En tout cas, d'avoir intuitivement trouvé ce chemin-là. Et donc, en réalité, ce que j'essaie de réparer aujourd'hui, c'est d'essayer de donner les mêmes armes à tout le monde pour essayer d'être le moins abîmé possible quand on subit des violences, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Non, si c'est très clair. Enfin, moi, en tout cas, je te suis. Mais en tout cas, voilà. Si on revient donc sur ton parcours, tu disais donc tu rentres en France pour passer ton bac à 18 ans. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as fait justement pour imposer cette décision de rentrer en France? Parce que du coup, tu n'étais pas forcément très libre. Alors, j'avais quand même mon billet aller-retour. Comme je disais, le but, c'était de le garder, ce retour. Donc, je savais... Enfin, tu vois, moi, j'étais en mode décompte, quoi. L'asso devait venir me récupérer. Et puis, quand elle est arrivée, j'étais contente. Parce que j'avais tout bien fait pour être sûre que tout se passe bien. Donc, justement, sur le retour, moi, ce que je trouve complètement fou, et pareil, c'est quelque chose que j'ai tilté il n'y a pas si longtemps, c'est de me dire que quand je reviens de ces vacances d'été, j'arrive au lycée, en fait. Et quand j'arrive au lycée, de me dire qu'au lycée, on m'a jamais posé la question, qu'on m'a jamais demandé comment j'allais, qu'on m'a jamais parlé des violences et qu'on m'a jamais tendu la perche, je trouve ça gravissime. Parce que je me dis, s'il y a bien un endroit où toutes les personnes comme moi se retrouvent à un moment donné, c'est à l'école. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité des établissements scolaires de savoir comment vont les élèves. Et ça, je me dis qu'au fond de moi, peut-être que c'est ce que j'aurais... Enfin, c'est même pas peut-être. C'est que j'aurais tellement aimé qu'on me tende une perche quand j'étais au lycée. Parce que, au final, moi, je pars à 18 ans, je pars avec le bac. Et en plus, c'est tout con, mais moi, je voulais juste le bac pour pouvoir m'inscrire à la fac, pour avoir les réductions pour les étudiants. Je me suis dit, normalement, si j'ai mon bac, je vais pouvoir m'inscrire à la fac. Si je suis inscrite à la fac, j'aurai des avantages d'étudiante, j'aurai peut-être accès à... Enfin voilà, ça va faciliter ma vie de meuf qui se barre. Parce que c'était un peu ça l'idée, quoi. C'est ça le plan. Donc là, le plan, quand tu es revenu après tes 15 jours, c'était toi, tu rentres en France, tu vas passer tes études et après ton mari te rejoint en France. C'est ça. Même, okay. L'idée, c'était de faire les démarches pour qu'il arrive, quoi. Et donc, moi, je me barre à ce moment-là. Entre-temps, j'avais passé un BAFA
Donc j'avais à minima ce taf-là, de travailler dans l'animation. Tu sais que tu trouves du boulot partout, c'est pas, même si c'est précaire, c'est un travail, quoi. Et puis de toute façon, je voulais travailler avec des gens, et je ne voulais pas qu'on m'impose une tenue vestimentaire pour aller travailler. C'est bête, mais tu vois, c'était une vraie fixette. Et j'étais une vraie rappeuse à l'époque. Je mettais des baguilles. Mon style était très important. Et donc, je voulais rester... Voilà. C'était une des conditions... C'était ta part de rébellion, entre guillemets, parce que je trouve que, franchement, depuis le début de ton histoire, t'es quand même assez docile. Tu t'es pas beaucoup rébellée jusqu'ici. T'aurais pu... T'as été vachement résiliente, tu vois, dans cette histoire. Alors, je pense que j'ai été vachement rebelle, en fait. Ah mais bon que ça s'est pas vu. Parce qu'en fait, j'ai été rebelle dans ma stratégie, puisque je pense que j'ai utilisé la bonne stratégie. C'est-à-dire que si j'avais fait plus, j'aurais perdu. C'est à ce moment-là où tu commences à écrire ton spectacle ? Alors, moi, j'écrivais déjà. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de mes 11 ans. Donc, quand je me suis barrée, j'avais un groupe de rap qui s'appelait... j'avais un groupe de rap. Et, ça s'appelait comment ? Vas-y, dis-nous. Non, mais j'ai eu plein de groupes de rap. Et donc, j'avais une de mes frangines qui était en région parisienne. Donc là, on crée un groupe de rap toutes les deux. Et puis, je crée très rapidement la formation DIALEM. Donc, le mélange de dialogue et dilemme, avec vraiment cette idée on va parler des violences de façon stylée en musique, pour pas que ça fasse peur aux gens. Et en réalité, parce qu'en fait, ce spectacle, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, tout de suite, il y a plusieurs municipalités, régions qui se sont emparées de ce spectacle et du coup, qui se le sont appropriés comme un outil, en fait, pour débattre, pour sensibiliser. Exactement. En fait, sincèrement, j'ai été dépassée par ce spectacle. Ouais. Donc, c'est un spectacle qui s'appelle Mot pour mot. C'est un spectacle que je joue encore aujourd'hui. Tu le joues où ? Je le joue en salle de spectacle. Je le joue beaucoup pour des scolaires, mais je le joue aussi pour le grand public. Et généralement, les personnes qui nous font intervenir sont des personnes qui veulent sensibiliser, parler des violences autour du 25 novembre et du 8 mars. Et j'ai moi-même été dépassée par ce spectacle. Et comme je disais, le fait qu'il n'y ait aucun mot qui ait changé dans mes textes, il n'y a que la musique qui a évolué depuis que ce spectacle existe. En dehors de la musique, les paroles sont les mêmes. Ça veut quand même dire un truc. Alors déjà, ça veut dire que j'ai vachement bien écrit. Je trouve. Non, mais je rigole, mais, c'est un peu vrai. Mais en tout cas, dans cette idée de... Voilà, je pense que j'ai été assez juste dans l'écriture de ces chansons, mais ce qui est un peu déprimant, c'est de se dire qu'il y aura encore besoin de porter cette parole-là. Donc voilà. Ouais, donc tu nous parlais de cet engouement autour de ton spectacle qui t'a en fait complètement dépassé. Mais je me disais, si on revient sur ta vie perso, à ce moment-là, t'as quel âge quand tout ce spectacle prend forme ? J'ai 20 ans. T'as 20 ans. T'imagines, à 20 ans, c'est impressionnant. Et ton mari, il a conscience que tu fais ça ? Il a connaissance que tu fais ça ? Non, parce qu'en fait, moi, je fais tout ça, je suis à Paris. Et tout le reste se passe dans les Vosges, en fait. D'accord. Donc, moi, je suis... Enfin, tu vois, on est vraiment dans un... Eux sont dans leur réalité et moi, je suis dans la mienne. Donc, pendant que je fais tout ça... Mis à part ma frangine qui est à Paris, personne ne sait ce que je fais. Donc, je suis assez tranquille. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur le fait que, par exemple, ma mère, elle a vu mon spectacle pour la première fois il y a 2 ans. Et... Quelle relation tu as avec tes parents aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ça se passe vachement bien parce que, tu vois, cette coupure, elle a été horrible. Ça a duré pendant 10 ans. Et moi, pendant 10 ans, j'ai aussi montré patte blanche. C'est-à-dire que tous les jours, j'appelais pour leur montrer que, à la base, le problème, c'est pas moi, hein, c'est un peu vous. Donc, ils me raccrochaient au nez. Ça a été une période horrible. Toi, t'allais les chercher, c'était même pas, j'allais même pas les chercher. J'étais en mode, je vais vous prouver qu'en fait, c'est pas parce que je ne vous écoute pas, que je n'ai pas suivi votre plan, que je fais n'importe quoi et que je vais devenir n'importe quoi. Ouais. Parce que c'était un peu ça l'idée, quoi. Est-ce que tu sentais que eux t'en voulaient ? Mais non, mais c'est pas ça. C'est que même au niveau culturellement, même au niveau de la tradition, parce que je suis d'origine sénégalaise. Une meuf n'a rien à faire seule dans la vie parce que c'est forcément quelqu'un qui fait n'importe quoi, pour faire simple. Et donc moi, j'avais à cœur de montrer que je peux ne pas vous écouter et ne pas faire n'importe quoi. Je vais vous prouver qu'une femme dans la nature, ça ne devient pas n'importe quoi. Aussi basique que ça. Et donc, je restais la petite fille modèle qui... je leur donnais pas d'arguments contre moi, entre guillemets. Donc, je les appelais. Et puis, c'était eux qui décidaient. C'est eux qui allaient décider du moment où ils allaient se détendre. Donc, ils ont fini par se détendre. Et aujourd'hui, ça se passe hyper bien. Mais ça a été un non-sujet. C'est-à-dire qu'on a fait...
À partir du moment où on a repris notre relation, on a fait comme si ça n'avait pas existé, aussi bien eux que moi. Et c'est ce qui a permis en fait que ça marche, parce que ça ne servait à rien que je leur demande des explications. Je sais que ça a été hyper dur pour eux aussi, parce que moi, ce que j'ai toujours eu en tête, c'est que moi, je fais partie de la première génération de Français nés de parents étrangers. Donc, mes parents, pour de vrai, pensaient que la France n'allait pas avoir d'influence sur nous, vu l'éducation qu'ils nous donnaient. Moi, j'ai été éduquée à la sénégalaise. Donc, j'ai été éduquée à la sénégalaise à la maison, mais j'allais à l'école. Donc, je croisais des gens et je regardais la télé et j'étais influencée par tout le reste. Sauf que personne ne savait ce qu'on allait donner, nous, comme quel type d'humain on allait être. Parce que pour mes parents, on allait être des Sénégalais en France. Et pour les Français, je crois que pour la France, en fait, ils n'ont même pas imaginé qu'on pouvait être autre chose aussi. Donc, cette double culture, pour de vrai, nous, on est la première génération, en tout cas moi, je fais partie de cette première génération à gérer ce truc. Et en réalité, c'est hyper dur, parce que moi, je voyais bien tout ce qui me convenait dans ta culture sénégalaise dans ma et en même culture temps dans la sénégalaise. culture Et je française. voyais bien ce qui me plaisait dans la culture française. Donc, j'ai pris ce qui m'intéressait, moi. Et donc, je sais que ça a été hyper dur pour mes parents. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et eux, ils ont été ils ont aussi fait comme ils ont pu. Ils sont dans la reproduction, ils ont connu que ça. Donc, moi, j'en ai jamais voulu à mes parents, par exemple, de m'avoir mariée de force. Je me suis pas dit que c'était des méchants barbares qui me voulaient du mal. Je me suis dit, ils font avec leurs armes, ils font avec ce qu'ils connaissent. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça. Eux-mêmes ne se sont pas choisis. Et ça se passe bien. Donc pour eux, ils voulaient la même chose pour leurs enfants. Sauf que c'est l'environnement. Mais c'est une force de penser fait... ça, Agneta. Parce que tu aurais pu être dans la colère, dans la rancœur. Et toi, tu as choisi au contraire d'accepter, d'être dans la résilience et d'aller de l'avant. J'ai pas l'impression que ça soit une force, c'était juste un constat. Donc je savais aussi à quel point c'était horrible ce que je faisais vivre à mes parents. Parce que je sais qu'on a grandi dans un quartier ultra communautaire, en fait. Il y avait une grosse communauté sénégalo-mauritanienne. T'as grandi où ? À Saint-Dié, dans les Vosges. Alors, c'est un sketch, mais il y a énormément de Renois dans les Vosges. C'est vrai ? C'est un sketch. Mais en fait, c'est parce que nos parents... ce sont les usines textiles qui ont été délocalisées. Elles se sont retrouvées dans les Vosges. Et il y avait plein de Sénégalais qui travaillaient dans les usines textiles. Et donc, moi, en partant, je savais ce que j'allais faire subir à mes parents. Et je sais qu'ils n'ont pas faim. Leur peine, leur inquiétude, leur tristesse, qu'ils ont vraiment ressenti de la honte par rapport à la communauté. Je sais que c'était réel, quoi. Et puis il y avait des raisons, en fait, de le vivre comme ça. Et ça, j'en avais conscience, donc moi, je culpabilisais. Et tu vois, je sais que c'est trop bizarre quand je dis ça, mais pour de vrai, je culpabilisais de ne pas pouvoir accepter ce truc. J'aurais trop aimé faire plaisir à mes parents, en fait. Ça a vraiment été plus fort que moi de refuser ce truc-là. Et ouais, je le vivais mal à l'époque. Je me disais, ça aurait été tellement bien d'être comme tout le monde là, de suivre le truc. Donc ça aussi, ça a été difficile pour moi de me dire, je vais assumer tout le mal que je crée, même si c'est incompréhensible pour plein de gens. Je sais que ce que je fais là, de choisir de partir, je sais que ça fout la merde, mais c'est plus fort que moi, quoi. Et c'était ma façon d'assurer, de trouver du travail, d'avoir un appart, d'être carré. C'était ma façon à moi de me dire, regarde, de rassurer, quoi, peut-être. Et à quel moment tu as justement renoué ce lien avec eux ? C'est quand eux ont décidé de décrocher un jour. Hein. Ils ont décroché un jour, c'était ma mère. Et donc je lui dis, viens. Et en fait, c'était hyper important pour moi qu'elle vienne voir là où j'habitais, qu'elle me voie déjà, et puis qu'elle voie que j'avais pas fait n'importe quoi. Et donc c'était trop drôle parce que j'habitais avec mon mec déjà. Sauf que, tu vois, c'était pas un sujet. Et je me suis dit, m'a quand même traversé l'esprit, tu vois, de me dire, je vais virer je vais faire croire que je suis célibataire. Et je me suis dit, mais non, ça se voit. Et je me suis dit, attends, c'est bon, quoi. Je vais pas rentrer dans ce genre de relation où je cache des trucs. Et donc, elle est venue chez moi. Je lui ai raconté ce que j'avais fait. Et je lui ai dit que j'étais en couple et que c'était sérieux et machin et bidule. Et c'est comme ça que je leur ai présenté mon conjoint, puisque ça fait un peu 17 ans qu'on traîne ensemble. Donc voilà, et puis ça a repris. Mais vraiment, on est parti en mode,
je ne vous en veux pas. Venez, on oublie, on repart comme si on faisait connaissance maintenant, quoi. Ton histoire, elle est incroyable. Tu disais que toi aussi, tu avais 3 enfants. Tu Ouais. leur as partagé ton histoire? Bah ouais, Ouais. déjà ils savent ce que je fais. Donc, et puis vu que, enfin tu vois, je suis assez transparente, je suis transparente avec eux aussi. Donc, ouais, ils savent. Et c'est cool, moi je trouve. Bah, ça fait Ça partie joue de leur sur histoire. Et puis ça joue aussi sur enfin moi, mon histoire, elle joue aussi sur la relation que je Bien veux sûr. avec mes enfants. Quand je vois tout ce que j'ai, parce que, en dehors de ça quand même, parce que si mes parents ils décident de me marier à 15 ans, c'est bien parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc, ils voient bien que j'ai des envies de liberté, enfin voilà, ils voient bien que je suis différente. D'être transparente avec mes enfants, c'est parce que je veux qu'ils soient transparents avec moi aussi et je veux surtout pas qu'ils fassent tout ce que moi j'ai fait derrière le dos de mes parents. Dans ta fratrie, tu Ouais. disais que tu avais une sœur. Tu as été la seule à t'émanciper de cette façon-là? De cette façon, ouais. Ouais. Mais en fait, donc on est nombreux, on est 13 frères et sœurs. T'es la numéro combien? Moi, je suis la numéro 5. Et en fait, chacun, à sa manière, s'est émancipé, mais je suis la seule à avoir fait cette version. Mais parce que c'est aussi, j'ai été la seule à avoir eu droit à cette version-là. Je reviens sur l'association que tu as créée en Ouais. 2015, Résonante, qui est spécialisée donc dans la création d'outils modernes qui sensibilisent, qui informent sur les violences donc faites aux femmes, mais plutôt aussi destinées au jeune public. Donc ça prend la forme d'un site, résonante.fr, d'une exposition, Fais pas genre, et d'une application mobile, Appel. Déjà, si on reprend l'histoire de cette association, raconte-nous quelle est ton envie, quelle est la raison d'être de cette association. Alors c'est très simple, c'est quand je crée Résonante, il se passe deux choses. Premièrement, ça faisait des années que je travaillais pour le compte d'autres structures. Je travaillais pour l'Observatoire de violences faites aux femmes, je travaillais pour la plupart des têtes de réseaux associatives d'aide aux femmes victimes de violences, etc. Donc je ne maîtrisais pas l'ensemble. Et donc je jouais mon spectacle, je faisais des ateliers d'écriture, je recevais tous ces témoignages, et à un moment donné, j'ai un peu été traumatisée par 2 événements. On m'a demandé d'intervenir dans des établissements scolaires, on m'a demandé de travailler avec les élèves. Je me suis retrouvée avec des élèves dans des situations gravissimes et j'ai pas pu les aider parce que c'était pas à moi de le faire, hein, c'était dans le cadre d'un programme. Le programme était terminé, il y avait plus rien à faire, quoi. Et j'ai fait des pieds et des mains, j'ai fait des mails pour alerter sur la situation et en fait, j'avais pas la main. Et sincèrement, ça m'a fait culpabiliser puisque je me suis dit, j'ai demandé à ces élèves de me faire confiance et je les laisse dans la merde, en fait. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est 2 structures différentes qui m'ont fait intervenir. Et ça m'est arrivé 2 fois. Et je me suis dit, mais j'ai une responsabilité. En fait, c'est moi qui travaille. C'est à moi que ces jeunes vont en vouloir, hein. Et je me suis dit, plus jamais, je travaille sans maîtriser, en fait, sans que ça soit moi qui décide où je m'arrête dans l'accompagnement de ces jeunes. Et donc, il m'arrive ça. Et en parallèle, j'aménage à Nantes. Et je me dis, bon, bah, de toute façon, vu que je viens de m'installer à Nantes et que j'ai prévu de continuer ce que je fais, il va falloir que je prenne mes propres outils de travail, il va falloir que je m'organise. Et puis, de toute façon, j'ai plus le choix. Maintenant, je vais pouvoir faire à ma sauce. Sauf que j'avais quand même pas mal d'expérience, j'avais rencontré des milliers de jeunes, je savais cette réalité, quoi. Donc, je suis partie de tout ça et j'ai créé l'asso en me disant que d'une, il faut sensibiliser en masse les jeunes. Et je sais comment on les sensibilise, pas y aller à l'ancienne, quoi. Ça ne marche pas. Donc, apparemment, mon spectacle, il fonctionne, les ateliers d'écriture fonctionnent. Donc, déjà, je vais commencer par ça. Essayer de me concentrer sur la création d'outils pour aller sensibiliser les jeunes. Et c'est comme ça que naît le site d'information Résonante, en me disant, bon, déjà, tous ces jeunes que je croise, je sais que j'ai trop de choses à leur dire. Il faut qu'ils puissent retrouver ces infos sur un site stylé. Donc, on fait un site avec du contenu, avec les définitions, les conséquences, et puis les numéros de téléphone des structures à contacter. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, très rapidement, on crée l'expo Fais pas genre. C'est une expo qui est très stylée, enfin voilà, en fait, je pense que c'est hyper important de réaliser que c'est pas parce qu'on est sur des sujets glauques qu'on doit arriver en mode pathos, quoi. Sinon tu perds tout le monde. Et j'avais vraiment conscience que en face de nous, quand on a une mission comme celle-là, parler des violences, t'es quand même en concurrence avec tous les gens qui ont des trucs à vendre à ces jeunes, en fait. Donc, tu peux pas arriver avec des trucs moches et nuls. Donc, on crée cette expo. Et cette expo, je me dis, déjà, je serai plus toute seule parce que je vais pouvoir former des gens qui vont
aller avec cette expo dans les établissements scolaires. On part sur des kakémonos parce qu'on se dit qu'il faut qu'on donne aucune excuse aux établissements scolaires pour pas nous recevoir. Donc il y a ça, et puis très rapidement, l'application appelle. Parce que c'est bien beau d'avoir fait un site, donc on fait le site Résonante et on se dit mais attends, tout le monde est sur son téléphone. C'est déjà à l'ancienne, un site internet. Donc il faut être dans le téléphone des gens. Et pour être dans le téléphone des gens, il faut une appli. Et quitte à faire une appli, autant faire une appli qui reprend tous les points communs entre toutes les victimes qu'on a rencontrées. Et c'était assez basique en fait, tous ces points communs. C'est que le point commun entre toutes les victimes, c'est déjà la solitude. Et moi, c'est ce qui m'a traumatisée, moi, dans mon parcours. Ça, ce truc, je trouve que c'est même pire que les violences que j'ai subies. C'est de me dire, je suis toute seule là, je dois me débrouiller toute seule là. J'ai pas fait appel aux assos à l'époque parce que je savais pas qu'elles existaient. Je me suis débrouillée toute seule avec ce que j'ai pu. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des assos, sincèrement, j'étais énervée en fait. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait ces trucs-là là, qui sont trop bien, qui sont typiquement pour les gens qu'on en a besoin, mais qu'on ne sache pas que ça existe, quoi. Et vraiment, ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais quand j'ai vraiment découvert, en m'engageant, là, tout ce truc-là, je me suis dit, mais il y a tout ça, quoi. Il y avait tout ça, ça existait déjà, tout ça. Donc, je me dis, les gens ne le savent pas. Ouais. Alors déjà, les gens se sentent seuls. Il y a des choses qui existent. Et puis surtout, je ne pouvais plus d'entendre, en cas de violence, appeler la police. Parce que personne ne fait ça. Enfin, il y a plein de fois où tu peux pas le faire. Et il y a plein de gens qui sont pas concernés, et encore moins les jeunes. Victime de violence, tu lui parles de la police, tu le perds en fait. Et ça, je comprenais pas. Donc, il y avait cette idée de créer une alternative à l'appel à la police. Mais en fait, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a entendu de la part de l'auteur soit une phrase qui est « c'est normal, tout le monde fait ça », c'est notre secret, quoi. Si t'en parles, il t'arrive telle chose ou telle chose. En tout cas, il a été menacé par l'auteur. Ou en tout cas, il a été parasité par l'auteur de violence qui, lui a fait croire que c'est normal, soit qu'il l'a menacé, pour faire simple. C'est même pas le genre de question qu'un jeune se pose, de se dire est-ce que je minimise ce qui m'arrive ou quoi, ça n'existe même pas. Il est mal parce qu'il sait que c'est pas bien, et il se sent seul parce que de toute façon, on lui a quand même dit de ne pas en parler. Et Diata, si je reviens donc sur cette appli, tu la télécharges. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu l'as téléchargée ? Alors, quand tu la télécharges, tu définis toi-même 3 personnes de confiance. C'est à toi de dire je choisis ma copine, mon copain, mon père, ma mère. Enfin, tu choisis 3 personnes de confiance qui, elles aussi, acceptent de te protéger, entre guillemets. Et en gros, une fois que tu as choisi ces tiers de confiance et que tu as choisi ton territoire, parce que tu peux choisir la France, mais tu peux choisir d'autres pays, et tu choisis ton département, tu peux enclencher des alertes, que ce soit en prévention ou parce que tu subis une violence. Donc en gros, ces 3 personnes sont alertées, elles entendent en direct ce qui se passe, et elles ont le suivi GPS en temps réel. Et donc, elles comprennent la situation dans laquelle tu te trouves. Toi, tu te fais agresser. Tu sors ton portable et tu allumes ton appli ? Ou tu as un bouton Alors en fait, on a différents modes de déclenchement. Donc on a pensé différents modes de déclenchement. Donc effectivement, si tu as le temps, si c'est en prévention, tu peux très bien enclencher l'alerte pour sécuriser un trajet, par exemple. Tu vas d'un point A à un point B, tu peux enclencher une alerte, ou même pour les femmes qui sont dans des situations de violence et qui doivent notamment déposer les enfants chez l'auteur de violence. On sait que c'est des moments qui sont un peu compliqués, donc elle enclenche l'alerte avant. Mais dans des situations d'urgence, on a pensé différents modes de déclenchement. Ça peut être la touche on-off du téléphone, on appuie 3 fois dessus. On a créé aussi des objets connectés. Enfin, on a 5 modes de déclenchement différents. Mais ce qui est important, c'est que cette alerte, elle prévient instantanément et de façon simultanée ces 3 personnes. Donc au lieu d'appeler une seule personne, on en a 3 qui savent où on est et qui entendent tout ce qui se passe. Et surtout, tout est automatiquement enregistré en temps réel. C'est-à-dire que les personnes de confiance, elles peuvent réécouter l'alerte si jamais il y a un truc qu'elles ont mal entendu. Si l'alerte a été enclenchée depuis 5 minutes et qu'elles découvrent seulement au bout de 5 minutes qu'il y avait une alerte, elles peuvent écouter, elles peuvent revenir au moment de l'alerte ou écouter en live ce qui se passe. Et puis surtout, le fait que ça soit enregistré, ça peut constituer des preuves pour les personnes qui subissent des violences et qui veulent déposer plainte. Et donc, c'est automatiquement enregistré. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. L'alerte, c'est celle qui parle le plus aux gens parce qu'elle concerne toutes les personnes qui veulent sécuriser leur trajet ou qui sont victimes de violences.
Ensuite, ce qui est intéressant, c'est tout ce travail de référencement qu'on a fait. On est la plus grande base de données au monde, je peux le dire comme ça, parce qu'on a plus de 35 000 ressources. Dans l'appli, tu peux trouver et appeler les associations qui sont référencées par thématique. Tu as celles qui font de l'écoute, tu as celles qui font de l'hébergement d'urgence, tu as celles qui font de l'aide juridique, etc. Donc tu trouves l'association la plus proche de toi qui peut t'accompagner, mais tu trouves aussi également les hôpitaux, les gendarmeries, tous les lieux dans lesquels tu peux être accueilli quand tu es victime de violence. Et donc, on a fait hôpitaux, gendarmerie, commissariat et toutes les assos qui accueillent du public. On a également fait des fiches conseils parce que on sait aussi qu'on ne sait pas trop quoi faire quand on subit. On est souvent démunis. Exactement. Ouais. Que ce soit pour nous ou même pour sa copine ou sa voisine ou sa collègue de travail. Donc, on a aussi fait des fiches thématiques. Et puis, on a quand même la chance en France d'avoir des chats qui nous permettent d'échanger avec des professionnels, que ce soit des professionnels de l'accompagnement des victimes de violences ou des policiers et gendarmes formés. Et ça, il y a des personnes qui sont plus à l'aise. En fait, ça me permet de dire ça maintenant, c'est qu'on dit souvent aux victimes, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Alors déjà, moi, je pense que déjà, c'est à nous de poser la question et de faciliter la parole, le dialogue, quoi. Et donc, si on veut faciliter la parole, c'est à nous d'en faire un sujet, c'est à nous de poser les questions. Donc, ça tend des perches à toutes les victimes. Et puis, il y a aussi toutes celles qui ne peuvent pas parler, qui n'ont pas envie de parler et qui veulent passer par l'écriture. Et ça compte. Et nos jeunes, il faut vraiment avoir conscience que c'est une génération qui écrit. Ils n'aiment pas, même leur grand-mère, ils ne les appellent pas. Ils envoient des messages, des vocaux, enfin voilà. Et donc, le fait de faciliter l'accès à ces chats, c'est quand même cool parce que derrière la plateforme du gouvernement, stopviolence.gouv, ce sont des policiers et des gendarmes formés. Donc déjà, ça change tout. Ils sont formés et ils ont décidé d'être là. Donc ça sous-entend que l'accueil est quand même meilleur. Les professionnels, de pouvoir les joindre par message, ça permet d'élargir et de toucher encore plus de monde. Donc bref, on a centralisé tout ce qui peut être utile, tout ce qui permet de gagner du temps quand on est victime de violence ou quand on est proche d'une victime de violence et qu'on ne sait pas trop comment l'aider. Incroyable tout le boulot que vous avez fait. C'est vraiment une application d'utilité publique, en fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce terme. Ouais. Et c'est ce qu'on pensait. Et c'est complètement fou, parce que c'est aussi un trauma de porter ce projet. Je trouve ça complètement fou, la façon dont on a été accueillis avec ce projet. C'est bien parce qu'on est des psychopathes et qu'on avait vraiment confiance en ce qu'on faisait, qu'on savait qu'on avait raison, qu'on a tenu et qu'on a trouvé des chemins pour faire que cette appli existe. Tu interviens auprès des collégiens et des lycéens ? C'est ça, en grande majorité, ouais. Et comment on fait pour vous faire intervenir ? On nous appelle. C'est à nous, parents, de mettre ça en place ou c'est au collège, au lycée ? Alors déjà, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer sur les violences. Donc les parents doivent en faire un sujet avec leurs enfants quand ce ne sont pas les auteurs de violences, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de jeunes victimes de violences sont victimes de violences intrafamiliales. Donc pour les parents qui ne sont pas agresseurs, c'est à eux de faire le job. Et oui, les parents peuvent demander aux établissements scolaires d'en faire un sujet, d'en faire une priorité. La bonne nouvelle, c'est que ça devient déjà une priorité dans plein d'établissements, parce que comme je disais, je vois bien l'évolution. Avant, on mentait pour rentrer dans les établissements scolaires. On leur disait « Bonjour, on vient parler des relations filles-garçons. Bonjour, on vient parler du sexisme. » C'est des mots qui font pas peur. Et en fait, on venait parler des violences. Aujourd'hui, on peut assumer, dire qu'on vient parler des violences sexistes et sexuelles. Donc, les établissements ont bien compris qu'ils avaient une responsabilité. Et puis, après, les personnes peuvent nous solliciter. Et puis surtout, je tiens à préciser qu'on a même pensé nos outils. On a conscience de la masse de jeunes à sensibiliser. C'est pas nous, avec notre petite structure, on n'a pas la capacité de faire toutes ces interventions. Et même si demain, on devenait une machine qui nous permettait de faire tout ça, ça serait même pas intéressant. Mais la plupart de nos outils ont été pensés pour être autonomes. C'est-à-dire que si tu as des personnes qui veulent travailler ces sujets, ils peuvent utiliser nos outils. On a pensé des kits pédagogiques, on peut accompagner les profs, les éducs à travailler ces sujets, parce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux et beaucoup plus nombreuses à Ces outils, ils sont disponibles sur votre site ? Alors, ils sont disponibles sur notre site. Donc, généralement, par exemple, nos expos, on peut les louer. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a différentes... je vais prendre l'exemple du territoire.
La ville de Nantes et le département ont des exemplaires de nos expos qui mettent à disposition gratuitement à tous les profs. Donc les personnes peuvent s'en saisir, peuvent demander à ce que ces expos et le kit pédagogique soient disponibles dans les établissements et puis nous faire intervenir puisqu'on est nantais et qu'on est disponible. Et puis on a également créé un lieu unique, parce que je suis obligée de le dire aussi. On a un lieu à Nantes qui nous permet de recevoir gratuitement tous les groupes. Donc on est à Gare Maritime, en fait, on est dans l'immeuble des Salorges. Et donc tous les profs ou tous les parents qui, par exemple, sont proches d'un club de sport ou ce genre de choses, s'ils veulent créer un groupe de 15, 20 personnes, 20 jeunes à sensibiliser, ils ont juste à nous appeler, on cale un créneau et on les reçoit gratuitement. Et justement, on va parler sensibilisation des jeunes. Comment est-ce que tu fais pour leur parler, pour qu'ils t'écoutent? Parce que tu sais, quand même, quand t'es ado, que t'as un intervenant extérieur qui arrive comme ça, au début, tu peux un peu ricaner, pas forcément être le bon public. Alors, comment est-ce que toi, t'arrives à les toucher? Alors, mon équipe et moi, parce que j'ai commencé toute seule, mais maintenant j'ai une équipe. En fait, c'est très simple. C'est hyper simple de travailler avec les jeunes. Il faut juste les respecter, en fait, ne pas les prendre pour des idiots. Et je pense que déjà, quand tu arrives avec la bonne posture, que tu n'arrives pas en mode t'es l'adulte qui parle et tu parles à des bébés ou que tu les infantilises. Généralement, déjà, de ne pas les infantiliser, ça permet que ça se passe bien. De deux, c'est une telle urgence de parler des violences parce que c'est leur réalité. C'est leur réalité. Donc, eux aussi sont contents, en fait, d'avoir cette opportunité de parler des violences de façon très claire et très cash. Parce que quand je dis on ne les infantilise pas, on sait qu'ils subissent déjà des violences, on sait que parmi eux, il y a déjà des auteurs, on sait qu'ils sont à minima témoins. Et quand tu arrives en leur disant « Bonjour, on sait que vous êtes soit victime, soit auteur, soit témoin, que vous êtes concerné, et que c'est vachement bien d'en faire un sujet désagréable comme les autres », déjà, généralement, ils seront disponibles. Ensuite, stratégiquement, comme je disais, nos outils, ils sont cool. Et quand je dis que nos outils sont cool, c'est que graphiquement, visuellement, ils sont faciles, ils sont accessibles. C'est bête, mais on tutoie. Donc, ils se sentent concernés. Il y a une proximité. On a des petits QR codes. Et dès 2019, on avait déjà des QR codes qui permettaient d'arriver sur des petites vidéos courtes. Ce sont des formats qui leur parlent. Donc, d'arriver avec une installation, avec un support, que ça soit l'expo, que ça soit le spectacle, que ça soit un atelier, que ça soit une projection débat, puisqu'on a aussi des petits programmes, on a la bonne formule et on a la bonne posture. Et à côté de ça, je suis convaincue que même si on n'avait pas la bonne formule et pas la bonne posture, c'est tellement urgent de parler des violences et ils n'ont tellement pas l'occasion de le faire que s'il y a des personnes qui arrivent pour le faire, généralement, ça part facilement. Quand tu dis que c'est urgent, c'est parce que tu observes là, depuis toutes ces années une hausse de la violence? C'est pas une hausse de la violence, c'est que de toute façon, la question des violences faites aux jeunes n'a jamais été un vrai sujet. Et généralement, quand on parle des violences faites aux jeunes, on parle de harcèlement scolaire. Là, pour le coup, la thématique du harcèlement scolaire, c'est un vrai problème, mais c'est un des rares sujets qui concerne les jeunes, parce qu'on parle de violences entre jeunes, entre pairs. Et ça permet de ne pas dire que la plupart des jeunes sont victimes de violences de la part d'adultes. Et c'est aussi une façon de ne pas aborder le sujet dans le bon angle. Donc oui, il existe du harcèlement scolaire, c'est terrible. Et d'ailleurs, j'ai écrit un ouvrage, j'en profite pour faire de l'autopromotion. J'ai un ouvrage sur cette thématique qui s'appelle « Arsène et Marcel me harcèlent ». Et donc, c'est un vrai sujet, il faut mener des actions de prévention, il faut donner la possibilité à ces jeunes aux jeunes victimes, aux témoins et aux auteurs, d'en faire un sujet, quoi. Mais c'est aussi, moi, je lis aussi la question du harcèlement scolaire avec la façon dont on traite les jeunes et des violences générales, des violences globales que subissent aussi ces jeunes, quoi. Et il faut en faire un sujet. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est urgent. C'est que je vais donner juste un chiffre, sur les violences sexuelles, et les chiffres n'ont pas changé, c'est 81% des victimes de violences sexuelles ont moins de 18 ans. En tout cas, la première fois qu'elles les ont subies, c'était avant 18 ans. Et ça veut tout dire.
Donc, il faut prendre en charge ces personnes qui ont subi l'horreur. Pourtant, il y a quand même de l'éducation sexuelle qui existe au collège. Qui n'existe quasiment pas, déjà. Et puis, c'est surtout, moi, je trouve ça hallucinant, et c'est vrai, et c'est complètement fou, c'est qu'on parle de deux choses différentes. L'éducation affective et à la sexualité, c'est quand même trop cool. On parle d'un truc cool, quoi. Et c'est hyper important de parler de ça, de dire que les relations entre les filles et les garçons, c'est vachement bien, l'amour, c'est cool, les sentiments, c'est bien, les émotions, c'est cool, et les relations sexuelles, c'est cool. Quand on parle des violences, on parle d'un tout autre sujet. Quand on parle des violences, il faut parler des violences psychologiques, des violences matérielles, des violences sexuelles, des violences physiques, etc. Donc, on est sur deux salles, deux ambiances. Et jusqu'à présent, effectivement, on dit oui, il faut déjà, il y a 3 séances qui sont censées être obligatoires, qui n'ont quasiment pas lieu. Et je trouve que déjà 3 séances pour parler de la sexualité, c'est un peu léger. Et en complément, il faudrait... moi, je fais du plaidoyer depuis des années. Je rêve d'avoir 1 heure de cours par semaine. Juste, on a 1 heure, venez, on discute, quoi. Et c'est l'occasion, pendant cette heure, qui est dans l'agenda, qui fait partie du planning, qui... Enfin, voilà. T'es noté même, tu vois. Venez, on discute, quoi. Parce que c'est... Il y a un truc qui est complètement fou, que nous, on fait, que moi, je fais en atelier d'écriture, par exemple, que tu ne fais jamais à l'école, c'est qu'à aucun moment, on nous a demandé de nous présenter. C'est-à-dire que t'es là, le jour de la rentrée, t'enchaînes direct comme une machine, tu ne sais même pas avec qui tu traînes. Alors, toi, en tant qu'élève, tu connais personne, on te demande pas de te présenter, et en fait, de se présenter, ça permet plein de choses. Tu vois, de parler de ta situation familiale, de parler de tes envies, de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas. Juste de te présenter, ça te permet déjà de montrer à plein d'autres élèves, déjà, peut-être que au moins que vous avez au moins peut-être des points en commun. C'est tout bête. Ça permet au prof de savoir à qui il a affaire. Et ça permet d'expliquer aussi plein de difficultés. Et puis, ça permet de s'entraîner à dire tout ce qu'on n'aime pas ou tout ce qui nous plaît et à partager ses émotions, etc. De prendre l'habitude de prendre la parole. Si on ne t'entraîne pas, si on ne te dit pas que ce que tu penses, ça compte, ben, à qui tu racontes quand il t'arrive des choses horribles ? Parce que de toute façon, à l'école, on nous dit de nous asseoir et de nous taire. En vrai. Et c'est complètement fou. Donc, moi, je pense qu'en plus de ces séances d'éducation à la vie affective et à la sexualité, il nous faut 1 heure d'échange, de discussion libre. Et c'est aussi comme ça que tu désamorces un problème, parce que tout le monde a pris l'habitude de dire ce qui le dérange et de s'exprimer sur des thématiques, quoi. Quand quelqu'un te dit « Mon corps appartient à mes parents jusqu'à mes 18 ans », donc, je suis tranquille. En gros, je m'occuperai de ma sécurité à moi quand je serai majeure, parce que mon corps appartient à mes parents jusqu'à mes 18 ans. Ben, il n'a pas besoin de poser de questions. Enfin, la personne qui dit ça, c'est plutôt à toi de lui poser des questions, de lui demander pourquoi tu penses ça. Quand tu as des personnes qui te disent bah non, bah moi ce que j'ai subi c'est pas un viol parce que c'était pas dans la rue. En fait, déjà, ils n'ont pas forcément besoin de poser de questions. Et puis, généralement, ce sont des questions, qu'est-ce que je fais si ma copine est dans telle situation, etc. Et puis après, il y a toutes les fois où ils ne parlent pas, ces jeunes. Et ils n'ont pas besoin de parler parce que c'est le corps qui parle à un moment donné. À un moment donné, tu le vois leur posture, tu le vois la jambe qui tremble, tu le vois quand tu avais des jeunes qui étaient comme ça, qui terminent avec la capuche sur la tête entre les genoux et qui essayent de disparaître, à un moment donné, tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils te posent la question. Mais sinon, quand ils posent des questions, ça dépend aussi de la composition du groupe. Quand on est entre filles, c'est des discussions qui sont totalement différentes des questions qu'on a quand on n'a que des garçons. Et ça me permet d'arriver sur la question de la pornographie. J'allais t'en parler. Parce que quand on se retrouve généralement avec des groupes de garçons, c'est aussi là qu'on se rend compte à quel point ils sont parasités. Les filles aussi sont parasitées par la pornographie. C'est autant un problème pour les filles que pour les garçons. C'est un vrai sujet, mais par exemple, la pornographie n'est pas consommée pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que les filles, elles regardent de la porno pour savoir ce que les hommes veulent. En mode information, quoi. En mode pour être sûr qu'elles vont satisfaire leur mec, quoi. Et les mecs, ils regardent ça
déjà, ils regardent ça un peu plus tôt, en mode on fait genre que ça ne nous intéresse pas, mais eux aussi, ils sont en mode performance et en mode ok, c'est ce que les meufs veulent aussi, et regardez vraiment comment faut faire, quoi. Eux, c'est vraiment comment faut faire, et les meufs, c'est plutôt qu'attendent les mecs. Mais dans les deux cas, c'est problématique, et on se rend bien compte que quand on se retrouve avec les mecs, ils se posent beaucoup de questions et qu'ils ont besoin d'être détendus aussi. Parce que même eux se mangent la pression, ils se disent « Ok, donc ça veut dire que c'est ça que je dois faire. Ça a l'air bizarre, mais ok, a priori, c'est ce qu'il faut que je fasse aussi. » Et donc ça leur plaît pas non plus. Et on se rend bien compte que ça nous permet de passer plus de temps sur la question du consentement. Parce que quand tu regardes, alors c'est un peu moins ça, parce que c'est parti vraiment dans l'horreur absolue, hein, la question de la pornographie, c'est d'une violence extrême. Mais en fait, ce que tu t'apprends aussi en regardant la pornographie, c'est que un oui, ça veut peut-être dire non. Non, pardon. L'inverse. Qu'un non, ça veut peut-être dire oui. Et ça, c'est aussi problématique. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin de leur répéter 15 fois les choses. C'est très simple à déconstruire aussi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à faire cet effort de travailler avec les plus jeunes. Et justement, j'allais te demander, quels sont selon toi, pour nous, tu vois, parents, comment est-ce qu'on peut sensibiliser nos enfants à ces questions-là ? Comment est-ce qu'on peut, pas les protéger, parce que l'idée, c'est pas d'être naïf, enfin, c'est évident qu'ils seront touchés un jour ou l'autre par ces sujets, mais comment est-ce qu'on peut les sensibiliser ? Alors déjà, il faut que les parents comprennent une chose. Déjà, parce que tant qu'ils n'auront pas compris ça, ça ne sera pas efficace, quoi. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il arrive, peu importe la relation qu'on a avec nos enfants, même si on est proche d'eux, même s'ils nous font entièrement confiance, tout comme on veut protéger nos enfants veulent nous protéger. Et donc, ça sera toujours plus facile pour un enfant de dénoncer une situation de violence à un tiers plutôt qu'à ses propres parents. Et ça, faut l'avoir en tête, parce que si tu l'as pas en tête, tu mets pas en place la bonne stratégie pour tes enfants. C'est-à-dire que, fut un temps, c'était... et puis, enfin, il y avait plein de gens qui mettaient des parrains et des marraines à leurs enfants. Alors, l'idée de base était bonne, mais c'était quand même les parents qui choisissaient un adulte de confiance pour leurs enfants. C'était pas un choix qui était fait avec l'enfant. Donc moi, je pense que le premier conseil que j'ai à donner aux parents, c'est de définir avec leurs enfants un adulte de confiance qui n'est pas eux. Et donc, que ça soit l'enfant qui dise, ben voilà, moi, je veux que ça soit cette personne, telle tante, tel oncle, telle personne, quoi, qui soit ma personne de confiance. Et une fois qu'on sait ça, le rôle des parents, c'est de s'assurer que la connexion est bien faite entre cet enfant et cet adulte. C'est-à-dire veiller à ce qu'ils s'appellent régulièrement, veiller à ce qu'ils passent du temps ensemble, pour créer un vrai lien de confiance, parce que vous avez plus de chances de savoir ce qui arrive à vos enfants en passant par cet autre adulte de confiance qui n'est pas vous, que par vous. Mais à quel âge tu penses qu'on les invite à définir cette personne de confiance ? Très rapidement. À trouver, pardon. Très rapidement, parce que dès qu'ils parlent, en fait... En réalité, un gosse, il a ses adultes, enfin, il a des personnes préférées très rapidement. Donc, c'est à nous, après, en tant que parents, ça fait partie... Moi, je pense vraiment que ça fait partie de notre mission de faire en sorte que notre enfant, il ait un adulte de confiance qui n'est pas nous. Parce que, peu importe l'éducation que tu donnes, il y a... Et c'est normal, en fait, il y a juste à se rappeler qu'on ne dit pas tout à nos parents. Et on n'a pas non plus envie de leur faire du mal. Et il y a plein de choses qui sont difficiles. On prend le cas de l'inceste. Est-ce que... il faut imaginer la difficulté pour un enfant de dénoncer à sa mère que son père l'agresse. Je prends ce sujet parce que ça concerne 5,7 millions de Français, la question de l'inceste. Et si on est sur des chiffres aussi fous, c'est bien qu'il y a quelque chose qui déconne. Soit parce que les personnes qui sont concernées ne savent pas qui en parler, soit quand elles en parlent, elles sont face à des personnes qui subissent un tel choc au moment de la révélation qu'elles sont en incapacité de mettre en place la bonne stratégie. Donc, il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, à un moment donné, il faut essayer autre chose. Il y a plein de choses qui marchent bien, il y a plein de choses qui fonctionnent bien. Ça permet même à cet adulte de confiance d'aborder des thématiques qui seraient hyper difficiles
pour lui à aborder avec ses propres enfants. Sur la question de la sexualité, par exemple, il y a plein de gens qui sont à l'aise, mais il y a trop de gens, trop de parents qui ne veulent pas, enfin, c'est plus fort qu'eux, qui ne peuvent pas aborder ces sujets avec leurs gosses, parce que de toute façon, même leurs gosses ne veulent pas aborder ce sujet avec leurs parents, parce que personne ne veut imaginer quoi que ce soit. Et ça... C'est vrai que tu as une pudeur dans ces moments-là. C'est une pudeur qui est naturelle, en fait. Donc, c'est trop cool qu'il y ait des gens qui arrivent à surmonter ça. Mais dans ce cas-là, switcher, quoi. C'est-à-dire que moi, d'aborder ces sujets avec la fille de ma meilleure amie, c'est plus facile pour tout le monde. Donc, venez, on switch nos gosses sur certains sujets. Et donc, je pense que à un moment donné, il faut juste être stratégique et juste déplacer, c'est-à-dire parler des violences, parler de la sexualité, parler de tout ce qui nous dérange avec les gosses des autres. C'est parfois plus facile que de le faire avec les nôtres. Donc, venez, on s'organise en conséquence. Donc ça, et puis après, pareil, dans l'éducation, on dit souvent à nos filles, fais attention quand tu sors, etc. Faut arrêter. Parce Pourquoi ? que... Ça les met déjà dans une position de victime ? Évidemment. Et puis c'est surtout, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que s'il leur arrive quelque chose, c'est de leur faute. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ce fantasme-là. Et puis surtout, la plupart des violences, elles sont commises par des personnes qu'on connaît et à la maison, pas forcément dans l'espace public. Donc, il y a tout un fantasme de... Je ne dis pas que l'insécurité n'existe pas dans l'espace public. Ça existe. Mais la vraie question des violences, c'est... les violences sexuelles, l'inceste, les violences psychologiques, et tout ça, c'est fait par des gens qu'on connaît. Donc, on ne dit jamais à nos enfants « méfie-toi de tous ces gens que tu connais ». Mais la plupart des auteurs se trouvent là. Et puis, on ne dit jamais à nos fils « ne viole pas ». Donc, s'il y a un truc à dire, c'est de rappeler à ces enfants ce qu'on a le droit de nous faire et ce qu'on n'a pas le droit de nous faire. Il y a des petites choses simples comme ça. Ouais. Et des tout petits, en fait. Et des tout petits. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent « Non, mais on ne va pas parasiter l'esprit de nos enfants avec des choses qui sont aussi moches et glauques. » Vous pensez que c'est plus compliqué d'en parler ou de le vivre ? Il y a parmi nous, parmi tous ces enfants, il y a des enfants qui subissent des violences. Un enfant, tous les 5 jours, qui meurt sous les coups de ses parents. Donc, ils sont quelque part, ces enfants. Donc, ça veut dire que cette réalité-là, l'idée, c'est pas de les traumatiser, mais qu'on en fasse un non-sujet en se disant qu'ils ne sont pas prêts à entendre, que c'est trop horrible et qu'on ne sait pas trop comment l'aborder. On n'est pas fou. Enfin, il y a plein de façons stratégiques de parler des violences sans être glauque et sans être traumatisant. Mais c'est important de le faire parce que quand on ne le fait pas, les seules personnes qui leur parlent des violences, ce sont les auteurs, en leur disant n'importe quoi. Donc, même si c'est dur, même si c'est « oh là là, c'est compliqué, oh là là, ça me gêne », ça fait partie du taf. Il y a plein de choses désagréables quand dans la vie, et ça en fait partie. C'est notre responsabilité, en fait, en tant qu'adulte. Juste pour terminer sur le sujet de la pornographie et les jeunes, tu disais comment les sensibiliser à cette question ? Alors déjà, c'est aussi le rôle des parents de regarder ce que font leurs enfants sur ces téléphones, parce que là, pour le coup, moi, je suis vraiment une daronne à l'ancienne, mais je pense que les parents, les adultes ne réalisent pas à quel point ils ont même plus besoin d'aller vers la pornographie, c'est la pornographie qui vient à eux. Et ça, si on n'en a pas conscience, ça reste des ados, ça reste des enfants. Et donc, il y a cette responsabilité déjà de regarder ce que font vos enfants sur leur téléphone. Et puis, il faut parler de sexualité parce que la plupart des jeunes qui consomment la pornographie, c'est vraiment parce qu'ils ont des questions et qu'ils ne savent pas à qui poser ces questions et qu'ils veulent parler à des vrais gens. En réalité, même eux préféreraient parler à des vrais gens. Poser des vraies questions à des vraies personnes. Donc, faites-en un sujet désagréable comme les autres, comme la question des violences. Je pense que c'est ça. Surveiller les réseaux, ça va vite, sur les portables, sur les ordis, regardez intéressez-vous à ce que font vos enfants sur leurs ordis. Et faites de la sexualité une discussion parce que, souvenez-vous, juste,
Vous aviez plein de questions à l'époque, aussi, quand vous étiez jeune. Donc, juste rappelez-vous, en fait, c'est assez facile. Il faut juste se rappeler des questions qu'il y avait, de la gêne qu'il y avait. Enfin, on est passé par là. Donc, il y a juste à se rappeler un peu et d'essayer de trouver des solutions pour qu'ils trouvent réponse à leurs questions. Merci Diata pour ce témoignage, c'est hyper intéressant. J'en ferai bien, tu vois, encore une heure sur le sujet, tellement c'est intéressant. Mais je sais que le temps est pressé, donc je vais terminer par mes petites questions sur Nantes, si tu veux bien. Déjà, si on s'intéresse donc à notre écosystème à Nantes et à cette lutte contre les violences, je voulais savoir comment est-ce que tu décrirais notre situation actuelle. Notre situation actuelle sur la question des violences, alors déjà, il y a quand même de nombreuses structures. On a quand même des structures intéressantes. On a Solidarité Femmes, on a SOS Inceste, on a France Victimes, on a le CDFF. Enfin bref, on a plein de structures, on a le planning. Qui sont toutes référencées dans l'appel ? Qui sont toutes référencées dans l'application. Et puis, même si on a toutes ces structures, c'est un peu à l'image de l'état de la lutte contre les violences de façon générale, c'est qu'on est sous-doté, c'est qu'il y a beau y avoir des structures, la question des financements de ces structures, elle reste toujours aussi compliquée. Ça veut dire qu'on est toujours aussi débordé, on est toujours face à des situations qui sont hyper complexes à gérer. Donc, ça manque quand même de moyens, mais à l'image de la lutte en France, quoi. Mais on a quand même une plus-value et ça, c'est trop cool. On a une structure comme Citadelle et ça, c'est hyper précieux parce que tous les territoires n'ont pas ce genre de structure. C'est une structure qui est dispo 24/7, qui est entièrement dédiée à la lutte contre les violences. Et moi, ce que j'ai adoré sur ce projet, c'est que pour une fois, on a mis les moyens, quoi. On a mis l'argent pour respecter les victimes de violences. Le lieu est agréable, il y a de l'espace, c'est cool. C'est horrible de le dire comme ça, mais en fait, on a tellement pris l'habitude sur ces sujets de faire avec peu d'argent et des bouts de scotch et des bouts de ficelle que je trouve que c'est aussi une forme de respect des victimes, d'avoir un beau lieu. Et puis d'essayer d'avoir mis dans une structure unique au niveau du fonctionnement, l'idée, c'est de faciliter les démarches des victimes et de ne pas les envoyer à droite, à gauche. C'est aussi une façon de les respecter. Donc, on a quand même la chance d'avoir cette structure-là sur le territoire, même si en réalité, il en faudrait d'autres. Et je reviens aussi sur ma thématique, donc, qu'est la jeunesse. On manque quand même de structures qui accueillent les mineurs sur la question des violences. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Mais on fait le max. Et pour terminer sur une touche plus légère, qu'est-ce que tu aimes à Nantes ? Alors, à Nantes, moi, ce que j'aime à Nantes, c'est que, en réalité, j'adore Paris. Mais il y a plein de défauts à Paris. Moi, je trouve que Nantes, c'est comme Paris sans les défauts parisiens. Par contre, j'en profite pour lancer un coup de gueule. Les Nantais, il y a un problème avec la conduite. Ça va pas du tout. Et donc, les ronds-points, allez-y, n'ayez pas peur, engagez-vous, il n'y a pas de problème. Mais faut aller un peu plus vite, là. Il y a un vrai problème sur la conduite. Donc, les Nantais, je vous aime à fond. Mais par contre, un petit effort. Non, mais c'est l'occasion de passer ce coup de gueule. Je le laisserai, promis, je le couperai pour le montage. T'as des bonnes adresses à nous partager ? J'aime vraiment beaucoup l'île de Nantes. Et vraiment, je suis obligée de faire un big up aux machines. Parce que vraiment, c'est l'endroit que je fréquente le plus avec mes enfants, parce que je trouve que ce coin, il est vraiment cool et tout. Et non, c'est pas tant un endroit, mais c'est plutôt... Il y a un truc que j'aime beaucoup vraiment à Nantes. C'est la culture, elle compte. Et je trouve que c'est une ville qui respecte beaucoup les artistes. Et ça, je tenais à le souligner. Donc, c'est cette ambiance générale que j'aime. Cette folie un peu nantaise, j'aime trop. D'accord. Donc, c'est pas tant des lieux, mais c'est plutôt une vibe. Une ambiance, quoi. Ouais. Donc, voilà. Merci Diata, bravo pour tout ce que tu fais, pour ce combat que tu mènes, bravo pour ton dynamisme, ta force et de porter aussi haut ces projets. Merci à toi et merci surtout à toute mon équipe et tous mes partenaires qui me permettent de faire tout ça. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, de vouloir faire des trucs, mais si tu es toute seule, tu fais pas grand-chose. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous accompagnent,
dans cette lutte. Bravo à eux et à bientôt. À bientôt, merci. Merci. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir Rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.